C'est pas un entrepreneur qui a inventé le GPS, l'écran tactile ou Internet. Il faut donc de l'investissement public massif. Porcher Thomas, économiste. Très très bien. Économiste juste de nom et de titre, mais pas du tout dans les faits. Les phrases qu'il prononce, les propos que sont les siens, les concepts qu'il prétend manier me font dire qu'il n'est pas du tout économiste. C'est un idéologue. Vous savez qu'en économie, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont sérieux, logiques, cohérents, ou en tout cas qui aspirent à l'être, il faut quand même rester humble, et puis ceux qui sont des idéologues, voilà, qui sont dans le pur obscurantisme, qui ne peuvent rien démontrer, qui sont sur des concepts périmés depuis 250 ans comme Thomas Porcher, voilà. Et c'est assez triste parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui restent attachés à tout ça, et qui ne se rendent pas compte de la porosité, la pauvreté de leur modèle du monde. Sur le plan économique en tout cas. Quand Thomas Porcher affirme que jadis la France savait innover, il ne fait que s'arrêter à ce qui est visible, et donc à la partie émergée de l'iceberg français. Il semble oublier tout ce que l'on ne voit pas, pour reprendre les termes de Frédéric Bastiat. Ce qui est visible, ce sont les grands projets industriels, et les technologies pilotées par l'État dans le passé. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les innombrables opportunités perdues. Combien d'innovations et d'entreprises auraient pu voir le jour si le marché avait été pleinement libre, sans intervention étatique ni ponction fiscale? Thomas Porcher vante notamment l'État pour les inventions que furent Internet et le GPS. Mais en se limitant au visible, il omet de se demander ce qu'un marché concurrentiel, peuplé d'entrepreneurs cherchant à répondre aux besoins des consommateurs, aurait pu produire avec bien moins de ressources à engager. Ce qu'il ne semble pas comprendre, c'est que la concurrence met les entrepreneurs sous pression. Ces derniers sont alors contraints d'innover constamment pour rester en lice sur le marché. La concurrence offre un cadre où des technologies demandées par les individus peuvent émerger. Dans le cas contraire, elles seraient évincées, sans avoir besoin d'être imposées par la force. De plus, il faut rappeler une réalité fondamentale. L'État ne prend jamais de risque à proprement parler. Lorsqu'un projet s'avère peu ou pas rentable, ce ne sont pas les responsables politiques qui en paient le prix, mais bien les contribuables. L'État opère toujours en dehors des lois du marché. Il n'a ni client à satisfaire, ni faillite à redouter. Comme l'a démontré Ludwig von Mises dans l'Action humaine, le marché repose sur un calcul économique rationnel, mais l'État s'en extrait lui-même, préférant s'imposer à la population en s'arrogeant le droit de prélever ses ressources sans consentement. À la lumière de ces explications, il devient limpide que les grands projets étatiques ne sont pas des preuves d'innovation, mais bien plutôt de spoliation institutionnalisée. Ces projets se sont toujours réalisés au détriment d'initiatives qui, bien que parfois plus modestes, auraient été mieux adaptées aux besoins particuliers du marché. La décentralisation par le marché écarte naturellement les ambitions de projets nationaux, lesquels par définition servent d'abord l'État et ses intérêts. Le libre marché n'a rien à voir avec cette idéologie centralisatrice. Il se contente de servir, c'est-à-dire de répondre aux besoins et aux exigences infinies des individus. Je pense d'ailleurs qu'un Thomas Porcher serait bien peu demandé sur un marché en pleine concurrence et qu'il ne peut apparaître à la télévision qu'en raison de la demande du service public pour ce genre de pseudo-intellectuels faisant les louanges de l'appareil étatique. Bon, c'était un petit peu long ce coup-ci, j'en suis conscient, et donc c'est pour ça que j'ai pas à chaque fois fait des commentaires, parce que c'est trop long, et là, sinon je vais vous perdre avec une vidéo de 45 minutes, 1 heure. Mais en fait, tout y est. Littéralement, Thomas Porcher ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. Il ne voit pas ce qu'on aurait pu faire. Et ça, c'est vraiment la réponse qu'on donne tout le temps aux gens qui nous parlent des grands projets, des grands travaux, même du TGV, comme ça a été dit, du nucléaire. Ce sont des projets réalisés par l'État et donc qui servent ses intérêts, qui permettent de légitimer son autorité et sa pseudo-utilité. Parce qu'en réalité, vous confondez bien trop souvent le moyen ou l'utilité sociale d'un projet et la manière dont il a été conçu et ce par quoi il est passé pour exister, quoi. Donc en fait, son mode de financement. Vous confondez les deux. Bien sûr que c'est utile de pouvoir se déplacer. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait créer, mettre sur pied un TGV.
Bien sûr que c'est utile d'avoir de l'énergie abondante, enfin, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet sur ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'État qui devait s'occuper des centrales nucléaires ou de quoi que ce soit d'autre. Ça ne veut pas dire du tout que ces projets, si vous voulez, devaient exister comme ça, enfin, avec cette morphologie-là et avec ces financements-là. On confond constamment, je crois en tout cas, le moyen, l'utilité, avec celui qui le crée et comment il le crée. Et ça, c'est un tour de magie qui est fantastique. Parce que forcément, on se dit, mais merci, merci l'État, enfin, sans lui, j'aurais jamais pu me déplacer, j'aurais jamais pu me chauffer, j'aurais jamais pu faire ceci, cela. C'est absolument faux. Il y a, de toute façon, sans aucun doute, hein, plus de logique de localité, de besoins individualisés, de particularités au sein du marché. Enfin, par définition, ce qui est projet national, ce qui est gros machin, gros bloc, c'est forcément, si vous voulez, un signe de projet étatique. Par définition, l'État a un plan pour nous, un agenda pour nous, et donc des projets pour nous. Et le nous, c'est le peuple, c'est tout le monde, c'est toute la population. Donc forcément qu'il aura des projets énormes, massifs, avec des investissements qui sont colossaux. Enfin, il y a une conception étatique d'unité nationale, de gros blocs, un gros bout de terre, comme ça, qu'on appelle France, au lieu de penser de façon très 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 décentralisée, très locale. Et bien sûr, ça ne veut pas dire revenir à des petits villages isolés, je sais pas quoi, retour au Moyen-Âge. On parle de petites entités territoriales, certes, mais hyper avancées, hyper riches. Enfin, vous inquiétez pas pour ça. Au contraire, les niveaux de vie exploseraient. On serait bien plus avancé qu'aujourd'hui. Bien plus avancé. Ça, j'ai remarqué, quand j'en parlais avec des gens plutôt à gauche, hein, et étatistes et jacobins, c'est qu'ils n'envisageaient pas cette conception décentralisée. Ça n'existait pas dans leur esprit. En me disant par exemple que mais non, la France c'est la bonne taille, c'est pas la peine de décentraliser. Ils l'imaginent pas. Ils pensent que c'est la bonne taille, quoi. Mais ça ne veut rien dire la bonne taille. La bonne taille, c'est celle des propriétés privées, quoi. Des multi-propriétés privées qui s'assemblent, qui se séparent. D'accord, enfin, il n'y a pas de bonne taille. Ça, c'est encore des conceptions complètement arbitraires et indémontrables. Indémontrables, quoi. De toute façon, rien n'est démontrable chez les étatistes. Rien. D'où la pauvreté du modèle. Hein. Et pour les économistes étatiques, et socialo, et keynésiens, est-ce que vous voulez, qu'importe, de toute façon, à la fin, c'est à peu près pareil, hein, quand on y pense bien. Et bah, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas cette conception. Parce que on pense tout par des gros blocs. Parce que l'État est posé de base, quoi. On n'y réfléchit même pas. C'est même pas interrogé, quoi. Donc vraiment, sur tout ça, moi, je vous invite à voir ce qu'on ne voit pas. À réaliser tout ce qu'on aurait pu faire sinon. Et à penser en termes de besoins plus petits, plus locaux, plus spécifiques. Et arrêter avec les grands machins non rentables, qui sont des aspirateurs à fric, et qui servent par ailleurs à planquer l'argent imprimé, et qui servent à créer des emplois fictifs, des emplois qui en fait n'auraient pas dû être créés sinon, et qui servent à légitimer l'État, comme acteur public, comme faiseur du bien social, du bien commun, je sais pas quoi, enfin, vous voyez bien, ça fait partie du grand tout, du grand plan étatique, et de cette auto-justification permanente, de son rôle social, je sais pas quoi. Mais non, tout ça, ça n'a aucun sens. Enfin, nous n'aurions aucun problème de déplacement, ou d'énergie, ou je sais pas quoi, ou de sécurité, de justice sans État. Admettre que nous aurions des problèmes pour combler les besoins humains sans État, c'est non seulement attribuer à l'État une espèce de pouvoir magique, et vraiment, j'attends une démonstration. Pourquoi est-ce que l'État pourrait résoudre certains besoins que le marché ne pourrait pas résoudre? J'ai pas la réponse, hein. Donc vraiment, j'attends une démonstration. Et deux, c'est supposer en même temps, ça va ensemble, hein, forcément, que les entrepreneurs, donc que les hommes, tous les hommes, ne soient pas en mesure de s'entraider. Et donc qu'il faille passer, hein, ça revient au 1, par l'État pour se faire, par un intermédiaire pour se faire. Les grands travaux, et je le dis très concrètement, hein, les grands travaux, les grands projets, y a quoi, les plans, les grands plans de financement aussi, je sais pas quoi, sont des signes d'État, pas des signes de marché, de richesse et de demande réelle. Donc non aux grands travaux, aux grands projets, aux projets d'État industriels, je sais pas quoi, enfin... Non. Stop à la spoliation organisée, stop à la, à l'érosion
des épargnes des Français, du capital, stop à l'inflation. Parce que c'est tout ça les grands travaux, chers amis, ou les grands projets. C'est tout ça. Inflation, effet cantillon, spoliation, recettes fiscales plus élevées, enfin ok, c'est tout ça. Donc stop à tout ça, oui au libre marché qui répondra aux besoins des gens, tout simplement. Et qu'importe la morphologie que ça prendra. Mais vraiment, sur tout ça, il n'y a aucune raison d'imaginer que les entreprises ne puissent pas répondre à nos besoins. Tout ce qu'il faut, c'est un modèle d'affaires qui tienne la route, des stratégies mixtes et privées qui tiennent la route pour faire advenir les différents projets. Et quelle que soit leur taille, en fonction de la demande, c'est tout le temps pareil. Mais forcément, pour s'imaginer tout ça, bah, il faut déjà sortir du modèle étatique et des grands trucs imposés et réalisés avec votre argent. Il faut sortir de tout ça et c'est déjà un effort qui est important pour certains, je sais bien. Voilà, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Voilà pour aujourd'hui, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Pensez bien aussi à rejoindre l'académie, lien en description, www.academiahomines.com pour avoir plus de contenu de la sorte. Et puis il y a aussi le cours d'économie que j'ai produit avec Stéphane Gers, 6 leçons d'économie de Ludwig von Mises. Voilà, encore merci pour votre écoute et quant à moi je vous dis à la prochaine. Ciao.